Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence du cycle Midan Mounira qui vous est proposée par l'Institut français d'Égypte, l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, le CEDEJ et l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Nicolas Michel, qui est directeur d'études à l'IFAO et également professeur à l'université Aix-Marseille. Donc Nicolas est historien et arabisant. Il s'est spécialisé, il a centré son intérêt sur l'étude des sociétés du monde arabe à l'époque pré-industrielle. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. En 2013, il a co-dirigé avec Benjamin Lelouch chez Bril, Conquête ottomane de l'Égypte 1517, arrière-plan, impact et écho. Et il sortira prochainement chez comment il s'appelle Peters, pardon, je n'ai pas mes lunettes, l'Égypte des villages autour du XVIe siècle. Alors ce soir, son propos va concerner un de ses sujets de prédilection, à savoir une approche historique et anthropologique autour du terme par lequel on désigne habituellement les paysans d'Égypte. Donc ce terme, vous le connaissez, il est passé dans notre vocabulaire français, c'est le mot fellah. Et donc je cède la parole à Nicolas. Bonne soirée. Merci beaucoup Sophie. Donc je vais vous parler non pas des paysans d'Égypte, mais du mot qui est utilisé pour les désigner, les fellahs. Et je vais commencer par la statue Nardat Misr de Mahmoud Mourtar. Cette statue est une icône de l'Égypte contemporaine. Mourtar est né en 1891 dans un village du Delta, et à l'âge de 11 ans, il s'est installé au Caire avec sa famille. En 1908, il entre dans la première promotion de l'école des beaux-arts au Caire et il se révèle si brillant que 2 ans plus tard, en 1910, il est envoyé à Paris pour étudier aux beaux-arts. Il va rester à Paris et c'est à Paris qu'en 1920, il présente dans une exposition une statue en marbre qu'il intitule en français « Le réveil de l'Égypte » et en arabe « Nardat Misr ». Cette statue remporte une médaille d'or et la nouvelle parvient en Égypte, elle suscite l'enthousiasme et c'est ainsi que naît l'idée, le projet d'une souscription pour élever une statue monumentale, copiée de celle-ci, au Caire. Finalement, la statue sera inaugurée 8 ans plus tard, en 1928. Ici, vous voyez le sculpteur sur l'échafaudage de cette immense statue de granit. Elle a été inaugurée donc sur la place de la Gare et beaucoup plus tard transportée dans son lieu actuel. Ce qui est important à retenir, c'est que le réveil de l'Égypte n'était pas une commande publique. C'était une œuvre personnelle de Mourtar et qui était d'abord et avant tout destinée au public parisien. Du vivant de Mourtar, qui est mort très jeune, en 1934, à l'âge de 43 ans, Nardat Misr est restée son œuvre la plus connue, et elle a même fait l'objet de détournements humoristiques, comme vous pouvez voir ici. Mais après sa mort, Mourtar a connu une sorte d'éclipse qui a duré une vingtaine d'années, et qui était due au fait que Mourtar était identifié profondément à l'idéologie que l'on appelle, ou au courant que l'on appelle le pharaonisme, courant qui recherchait l'identité de l'Égypte dans son passé antique. Or, à partir des années 30, c'est l'identité arabo-musulmane qui triomphe. Il faut attendre les années 50 pour assister à un renouveau du motif iconographique du paysan, du fellah, et cette fois-ci, le fellah est associé à l'ouvrier. Comme vous pouvez le voir sur cette toile bien connue de Abdelhadi El-Gazdar, qui date de 1962, au pied d'une allégorie, disons,
de l'Égypte ou du Nil, vous trouvez un ouvrier et à droite un paysan qui a à ses pieds le titre de propriété qui lui a été donné par la réforme agraire de 1952. Donc ce renouveau du motif iconographique du fellah conduit aussi à un retour de fortune de Nardat Misr, et la consécration a lieu lorsque la statue apparaît sur un billet de banque en 1973. Alors le thème central de la statue, c'est bien sûr le réveil de l'Égypte. Je ne vais pas vous parler de ce thème de la Nahda. Il est ici figuré par une opposition visuellement très efficace entre le sphinx, qui bien sûr représente le passé et qui se redresse, et la femme qui représente le présent et qui se dévoile, l'un et l'autre regardant devant eux vers l'avenir. Le sphinx avait déjà été utilisé pour symboliser l'ensemble du passé de l'Égypte et aussi l'idée métaphysique de destin, comme nous pouvons le voir sur le tableau de Jérôme, qui représente Bonaparte devant le sphinx. Par ailleurs, le fait de personnifier l'Égypte sous les traits d'une femme était très banal en Europe au XIXe siècle. À cette époque, les nationalismes qui sont en train de se développer recherchent des figures personnifiant justement les nations, et très souvent c'est une femme qui est choisie. Vous pouvez penser bien sûr au tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, qui a été peint en 1830 et qui est le modèle des Mariannes, c'est-à-dire des personnifications de la France ou de la République française. Mais ce qui est intéressant ici avec Nardat Misr, c'est que l'Égypte soit personnifiée par une paysanne, une fellaha. Autre chose intéressante, ce point précis n'a fait l'objet d'aucune critique à cette époque, alors que beaucoup d'autres aspects ont été critiqués par certains commentateurs, notamment le sphinx, mais pas le fait que l'Égypte soit représentée sous les traits d'une paysanne, d'une fellaha. Comment en est-on arrivé là ? C'est-à-dire comment en est-on arrivé à cette personnification de l'Égypte sous les traits d'une paysanne ? On peut dire que la statue de Murtar est le produit de la convergence de deux courants, un courant iconographique et un courant politique et social. La représentation de paysannes égyptiennes est devenue un motif classique dans la peinture orientaliste au cours du XIXe siècle, surtout à partir des années 1860, lorsque le voyage en Égypte et le voyage à l'intérieur de l'Égypte deviennent beaucoup plus faciles pour les Européens. Les artistes sont sensibles aux vêtements féminins parce qu'il peut être facilement stylisé, il crée de belles silhouettes. Ils sont sensibles à des gestes qui paraissent éternels et qui sont très souvent liés à l'eau, c'est-à-dire au Nil, personnification de l'Égypte. Puiser de l'eau, transporter une jarre. D'ailleurs, ce thème de la paysanne avec une jarre, au puisant de l'eau, a été repris et extrêmement développé 60 ans plus tard par Mahmoud Mourtad lui-même, comme vous pouvez le voir dans les œuvres aujourd'hui de son musée à Gézira. Le plus intéressant pour mon propos est que beaucoup de ces toiles orientalistes, aussi des gravures, des sculptures, tout cet art orientaliste, donc toutes ces toiles sont intitulées non pas paysans égyptiens, mais fellah d'Égypte. C'est-à-dire que dans les langues européennes, c'est le terme de fellah qui est utilisé dès le XIXe siècle. Vous ouvrez les dictionnaires aujourd'hui, français, anglais, italien, turc, etc., et vous trouvez le mot fellah et la définition paysan, en général paysan égyptien. Alors à quel moment, par exemple, si nous prenons la langue française, à quel moment le terme de fellah est-il entré dans la langue française ? Le Trésor de la langue française, qui est un dictionnaire, un excellent dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle, cite comme attestation la plus ancienne du mot un roman de Balzac de 1842. J'ai cependant trouvé dans Stendhal, Le Rouge et le Noir,
qui a été écrit en 1830. Cette citation qui concerne les Francs-Comtois, donc les habitants de la province française de Franche-Comté. Cet air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. Esclaves du temps de la domination espagnole, ils conservent encore ce trait de la physionomie du fellah de l'Égypte. Donc ici, on est en 1830 et Stendhal, manifestement, s'adresse à un public qui sait ce qu'est un fellah, et il souligne déjà un des traits qui va être constamment associé au mot lui-même. Donc nous sommes vers 1830. Est-ce que, 30 ans après l'expédition d'Égypte, est-ce que le mot est entré dans la langue française avec l'expédition d'Égypte ? C'est douteux. Le mot de fellah apparaît très rarement dans la description de l'Égypte, c'est-à-dire dans l'ensemble des ouvrages qui ont été écrits par les savants de l'expédition d'Égypte une fois rentrés en France. Le premier livre qui a été publié en France par un des savants de l'expédition d'Égypte, c'est celui de Vivant Denon, qui, en 1802, donc immédiatement après, un an après le retour, publie son voyage en Basse et Haute-Égypte. Vivant Denon était un excellent dessinateur et il a publié dans les planches de son ouvrage, il a publié une centaine de portraits d'individus ou de personnalités qu'il avait frappés au cours de son séjour en Égypte. Et parmi cette centaine de portraits, il y en a un. Donc vous en voyez ici quelques-uns, une dizaine, donc regroupés d'une manière intéressante. Et il y a un de ces portraits, celui qui porte le numéro 5, donc tout à fait à droite ici, qu'il désigne comme le portrait d'un fellah. Et il ajoute en note, vous pouvez voir ici, le fellah, l'homme de journée, c'est-à-dire l'homme qui travaille à la journée, qui est salarié à la journée, le serviteur des serviteurs, la dernière classe de la société. Alors il est intéressant qu'il explique ce mot qui, en 1802, n'est pas familier du public français. Et évidemment, la manière dont il explique est particulièrement intéressante. Alors il s'est produit quelque chose entre 1802 et 1830. C'est-à-dire que progressivement, le mot s'est acclimaté en français et on peut penser que ce sont plutôt les écrits des voyageurs, des personnalités qui se sont rendues en Égypte à l'époque de Mohamed Ali qui ont popularisé le terme en français et dans les autres langues. En 1835, par exemple, Charles Glaire, qui est un jeune artiste suisse, peint à la suite d'un voyage en Égypte, donc peint ce tableau qui représente 3 fellahs, et il l'intitule Fellah. Il contribue à fixer visuellement les images auxquelles va être désormais associé le mot de fellah. Au XIXe siècle, le motif iconographique du fellah s'impose progressivement hors d'Europe. Hors d'Égypte, en Europe. Pendant ce temps, en Égypte, une idée va apparaître et se développer. Cette idée, c'est que l'Égyptien authentique, c'est le fellah. Alors les nationalismes se développent d'abord en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle et ensuite le courant nationaliste va gagner progressivement les autres pays du monde. En Égypte, le nationalisme égyptien se cristallise dans les années 1870 avec, disons, la naissance d'une opinion publique, les difficultés du régime d'Ismaïl Pacha, notamment la banqueroute en 1875, et dans les années suivantes, cette mainmise insupportable des puissances européennes sur le pays. Or, une des caractéristiques du nationalisme, c'est une caractéristique commune à tous les nationalismes, c'est la recherche
des caractéristiques de la nation. Les nationalistes croient au génie national et ils vont chercher les composantes de ce génie dans son passé le plus ancien. Ils vont le chercher aussi dans les lieux les moins touchés, pense-t-il, en tout cas, par la modernité, c'est-à-dire les campagnes, le fin fond des campagnes. Ils vont le chercher dans les contes, les légendes, les proverbes, les traditions ancestrales, tout ce qui constitue la culture orale des campagnes. Le nationalisme égyptien, comme tous les autres, va donc chercher dans une image idéalisée de l'homme de la campagne, n'est-ce pas, l'authenticité égyptienne. Alors ceci, c'est un mouvement en quelque sorte culturel. Parallèlement, à la fin du XIXe siècle, toujours en Europe, les paysans deviennent l'objet de préoccupations politiques. De la part de qui ? Alors c'est l'époque, à partir des années 1870, où le socialisme se développe beaucoup en Europe. Mais les socialistes s'intéressent aux ouvriers. De l'autre côté, les courants de droite, les courants conservateurs ou les courants réactionnaires se concentrent sur le sort du monde rural. Pour eux, les paysans sont la colonne vertébrale de la nation. Et pour que la nation soit forte, il faut que les paysans puissent vivre d'une manière correcte. Pour que leurs conditions de vie soient assurées, il faut qu'ils aient accès à la terre. Or, c'est l'époque aussi, autour de 1900, où les premières statistiques en Égypte font découvrir avec consternation que la grande majorité des fellahs ne disposent pas de terre, sont sans terre, ou bien ont trop peu de terre pour vivre. L'accès des fellahs à la terre va devenir une obsession des courants politiques progressistes. Désormais, l'image du fellah s'enrichit d'un thème social. Le fellah, ce n'est pas seulement l'Égypte éternelle, c'est aussi l'éternel opprimé, éternellement penché sur sa terre, comme le montraient déjà les scènes figurant dans les tombes pharaoniques. Et alors ici, il y a une forte différence avec l'Europe sur un point précis. En Europe, dès la fin du XVIIIe siècle, et surtout à l'époque romantique, s'est développé un intérêt savant pour les traditions du monde rural. Cet intérêt qui va déboucher sur des études concernant le folklore et sur des études ethnographiques. Or, l'ethnographie égyptienne va apparaître très tardivement. Pendant tout le XIXe siècle, l'image que l'on a des fellahs reste très abstraite. Il faut attendre en fait les années 30 pour que l'ethnographie se développe en Égypte. 1938, c'est la date où Ahmed Amin commence à travailler à une de ses grandes œuvres, qui sont le Qamus al-Adat wa al-Taqalid, c'est-à-dire le dictionnaire des coutumes et des traditions d'Égypte. 1938, c'est aussi l'année où est publié le premier livre vraiment important sur les fellahs d'Égypte. C'est celui du père jésuite Henri Ayrout qui publie d'abord en français un livre intitulé Mœurs et coutumes des fellahs, livre qui aura un grand succès, qui va être traduit 5 ans plus tard en arabe, puis en anglais. La traduction en arabe a pour titre simplement Al-Fallahoun, les fellahs. Le père Ayrout renforce encore dans son livre l'idée du fellah immémorial, éternel dominé, d'une patience extraordinaire, victime des puissants, victime aussi de sa propre arriération. Cette association d'idées, ce télescopage en quelque sorte des époques, connaissent un immense succès aussi bien en Égypte qu'hors d'Égypte, et ils fixent la représentation que nous avons du fellah éternel. Alors ce fellah a beau être éternel, l'image, la représentation, elle, est très récente en termes historiques.
puisque, comme je vous l'ai dit, elle s'est cristallisée avec le nationalisme égyptien à partir de la fin du XIXe siècle. Pourtant, il y avait des paysans en Égypte depuis des millénaires, et le terme de fallah est un terme de la langue arabe. Mais avant cette époque, quelles étaient les associations d'idées, quelles étaient les images qui venaient à l'esprit lorsqu'on parlait des fellahs en Égypte? Par exemple, que signifiait le mot pour Mehmet Ali, pour Mohamed Ali, ou avant lui, pour les Ottomans, ou encore avant, pour les gens du Moyen-Âge? Alors, toutes les sources que nous pouvons exploiter montrent de manière convergente qu'à l'époque de Mohamed Ali, le terme de fellah avait trois sens, aussi bien en arabe qu'en turc. Alors, ceci est très important. Bien sûr, l'arabe était la langue des Égyptiens, mais Mehmet Ali, sa famille, sa cour, son gouvernement, ses officiers, eux, étaient des Ottomans, la plupart d'entre eux étaient des Ottomans, ils pensaient et ils s'exprimaient en turc. Donc il est important aussi de connaître le sens du mot en turc. Donc le premier sens du mot, c'est cultivateur. Le deuxième, plus général, c'est paysan. Paysan dans le sens de celui qui vit à la campagne. Également dans le sens de celui dont les mœurs s'opposent aux mœurs de la ville. Le paysan a des mœurs rustiques. Et de là, un sens péjoratif. Le fellah, c'est le rustre. Le rustre ou si vous voulez, le plouc. Je suis curieux de savoir comment les traductrices traduisent rustre et plouc. Et bon, en anglais, redneck, si ça peut vous aider. Bien. Le troisième sens, le fellah désignait celui qui vivait en Égypte, qui n'était ni arabe, ni turc, ni originaire d'une autre région du monde musulman, du monde non musulman. Autrement dit, le fellah, c'était l'indigène. Ce sens était fréquemment utilisé, notamment en turc, lorsqu'on voulait parler des Égyptiens de manière générale. On disait fellahlar en turc, donc les indigènes égyptiens. Ces trois sens existent toujours aujourd'hui. Le terme de fellah peut être utilisé dans un sens neutre, celui de cultivateur, plus large, celui de paysan, péjoratif, celui de rustre. Par ailleurs, les populations d'origine bédouine, qui s'appellent elles-mêmes arabes, en Égypte, appellent fallahin de manière indistincte tous ceux qui cohabitent avec eux et qui ne sont pas arabes. De manière plus générale, les bédouins, les arabes, appellent fallahin le reste des Égyptiens, même s'ils sont citadins. Les deux premiers sens, cultivateur et paysan, paraissent évidents, mais le sens 3, indigène, n'est pas évident. Je vais d'abord me concentrer sur lui, avant de tenter de faire l'historique des deux autres sens. Alors donc le fellah, c'est l'indigène égyptien aux yeux de ceux qui ne le sont pas. Or, à partir de 1250, c'est-à-dire avec l'instauration du régime mamelouk, l'Égypte est gouvernée par des souverains turcophones, c'est-à-dire qui parlent turc. Les mamelouks jusqu'en 1517, ensuite les Ottomans. Et à partir de 1805, donc la dynastie de Mohamed Ali. Jusqu'à l'instauration par Mohamed Ali de la conscription en 1823, donc jusque-là, les indigènes égyptiens n'avaient pas le droit de porter des armes. Il n'était pas question qu'ils entrent dans l'armée. L'armée était composée de gens parlant turc, de turcophones, et de soldats d'origine ethnique variée, mais jamais égyptienne. Par ailleurs, les Arabes, les tribus bédouines, n'étaient pas incorporées dans l'armée régulière, mais elles avaient le droit de porter des armes et elles jouissaient d'autres privilèges.
Il faut bien comprendre qu'avant le XIXe siècle, le sentiment national n'existait pas. Il n'y avait pas d'identité nationale. Il y avait des identités religieuses et des identités locales. Par contre, l'ethnicité existait. Alors qu'est-ce que c'est que l'ethnicité ? L'ethnicité, c'est le fait d'identifier des individus à des races, à des couleurs ou à des peuples. Tous ces concepts existaient dans la culture arabo-islamique, bien sûr. Race, jins, couleur et peuple, qawm, etc. L'ethnicité était très forte dans les sociétés du passé, dans des situations précises, situations où l'appartenance à un peuple ou une race engendrait un statut particulier. Il fallait un mot pour désigner parmi l'ensemble des personnes vivant en Égypte, celles à qui il était interdit de servir dans les armes et qui n'étaient pas protégées par un statut particulier. Pendant toute l'époque ottomane, c'est le terme de fellah qui est constamment utilisé en turc pour désigner cette catégorie-là, c'est-à-dire les indigènes. Mais le terme, dans ce sens-là, dans le sens d'indigène, le terme de fellah ne vient pas de l'ottoman. Dès l'époque mamelouk, il était aussi utilisé dans des sources en arabe pour désigner les indigènes égyptiens par opposition à deux autres groupes, les Arabes et les Atrak, c'est-à-dire les Turcs, autrement dit les Mamelouks. À l'époque mamelouk, les Mamelouks, on les appelait de manière très générale les Atrak. C'était ceux qui étaient turcophones. Alors si on remonte dans le temps, de quand date ce sens 3, le sens de fellah comme indigène ? On ne peut pas remonter très loin, parce que à partir de la conquête arabe et jusqu'à peu près à l'époque fatimide ou ayoubide, il y a un terme en arabe pour désigner les indigènes européens. Ce terme, c'est Qibti. Qibti pluriel Aqbat. Il désigne l'ensemble des Égyptiens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas arabes, n'est-ce pas ? Non pas les conquérants, mais les conquis. Et c'est seulement autour du XIIIe siècle que le terme de Qibti a cessé de désigner l'ensemble des Égyptiens pour ne plus désigner que les chrétiens, ce que l'on appelle depuis les Coptes, n'est-ce pas ? Autrement dit, il fallait un autre terme pour désigner les indigènes, un terme qui soit neutre d'un point de vue religieux. Et en effet, un fellah peut être indifféremment musulman ou chrétien. Je ne vous ai pas parlé jusqu'ici de religion, je ne vous en parlerai pas dans la suite de cet exposé. C'est un terme complètement neutre sur le plan religieux. Mais pourquoi avoir choisi ce terme de fellah plutôt qu'un autre pour désigner les indigènes ? Pour les gens qui parlaient en turc, le fellah, c'était l'indigène égyptien. Mais pour les gens qui parlaient en arabe, à l'époque mamelouk, donc 1250-1517, la plupart du temps, le fellah, c'était le paysan, et non pas le citadin. Mais ce paysan avait très souvent dans la littérature un sens péjoratif. Il faudrait faire l'historique de ce sens péjoratif. Je vais remonter un peu dans le temps par rapport au XIXe siècle. Dans les années 1680, un lettré du Delta qui s'appelait Youssouf Acherbini et dont nous ne savons rien par ailleurs, a écrit une œuvre satirique qu'il intitule Hazel Koukouf fi Sharf Qasidit Abi Shadouf. Dans cette œuvre, Acherbini se moque des paysans arriérés, en particulier de leur ignorance crasse des règles de politesse, des règles de savoir-vivre, des règles élémentaires
de propreté, de tous les usages des gens civilisés. Il se moque aussi longuement de leur ignorance des bases de la religion musulmane. Il se trouve que Hazel Kourouf a connu un grand succès au XIXe siècle. Le livre a été imprimé pas moins de 7 fois entre 1858 et 1904. Ce succès de librairie a conforté la vision que les premiers nationalistes égyptiens avaient du Fellah, c'est-à-dire l'être par excellence arriéré, vivant dans une ignorance profonde. Il y avait une cause nationale, c'était d'extraire le Fellah de cette ignorance et de cette arriération. Et pour ce faire, il fallait d'une part lui donner les moyens de subsister, autrement dit l'accès à la terre, et d'autre part, il fallait l'éduquer en développant, bien sûr, l'enseignement. Mais 200 ans auparavant, à l'époque de Sherbini, cette volonté politique est tout à fait inexistante. Le but de Sherbini n'est pas du tout de décrire ce qu'on appelle aujourd'hui la condition paysanne. Aucun problème politique, il ne voit aucun problème politique dans la situation qu'il décrit. Son but est de faire rire, aux dépens soit des fellahs, soit de l'ensemble de la société. Et pour lui, les pires des gens des campagnes sont moins les paysans que les petits lettrés ou les soufis de village qu'il accuse d'être d'une ignorance profonde. Alors ici, vous avez un échantillon court mais significatif des traits par lesquels Sherbini décrit au début de son livre les paysans pris dans leur ensemble. Donc ici il s'agit des enfants, il est intéressant de voir comment il les associe de manière systématique à la souillure, qui est un trait assez obsessionnel dans son œuvre. Dans plusieurs anecdotes, les paysans sont mis en scène allant à la ville. Bon, ce thème du paysan à la ville se retrouve au XXe siècle dans le cinéma et les feuilletons. Alors voyons comment ça se passait au XVIIe, du moins dans un livre satirique. Les scènes les plus intéressantes, je vais commencer par l'arabe, voilà, pour que vous puissiez lire l'original. Ensuite, je vous mettrai la diapo en français. Les scènes les plus intéressantes opposent les paysans à deux groupes. D'une part, les soldats, qui sont souvent appelés les Turcs, et d'autre part, celui qu'ils appellent leur maître, ou Stezuhum. Donc, vous en avez ici un exemple. Alors, c'est une anecdote qui montre d'abord que les fellahs avaient peur des soldats turcs, et que c'était surtout en ville qu'ils les rencontraient. Alors, c'est un fait que si les paysans n'avaient pas le droit de porter d'armes, la sécurité était quand même assurée dans les villages. Elle était assurée non pas par l'armée, mais par des gens qu'on appelait les gardiens, les rafirs, et qui étaient très souvent des Arabes, des Bédouins, et que le village devait rétribuer. Les soldats turcophones se trouvaient surtout en ville. On peut penser qu'ils profitaient de leurs privilèges, éventuellement pour humilier la masse indigène, ce qu'ils appelaient de manière indistincte les fellahs. D'autre part, il y avait une barrière linguistique. Et l'anecdote que vous avez sous les yeux la montre pleinement, puisqu'ici, ce sont des paysans qui se retrouvent en ville et qui, pour échapper, pour aller au hammam sans rien payer, ont l'idée brillante de baragouiner du turc. Donc, on les prendra pour des soldats, on les traitera comme des émirs. On saura au village, c'est la fin de l'extrait, on saura au village qu'on les traite comme des émirs, et donc quand ils reviendront, ils auront plus d'autorité au village que les chirs, c'est-à-dire les gens à la tête du village. Vous lirez le Hazel Kourouf pour savoir comment ça se termine pour eux. Bon. Et plusieurs autres anecdotes de Sherbini mettent en scène le fellah avec son maître. Stezuhum,
On dit aussi l'émir, maître du village, al-amir, oustaz el-balad. Alors cette expression, oustaz-rum, se retrouve à la même époque, nous sommes au XVIIe siècle, se retrouve à la même époque dans d'autres documents, des documents très sérieux ceux-là, qui sont les documents des registres des tribunaux islamiques. Ce maître, c'est le fermier de l'impôt du village, le multazim. À cette époque, l'ensemble des impôts du village étaient donnés en ferme, étaient affermés à donc des sortes de seigneurs, n'est-ce pas, qui étaient pour la plupart des militaires, en tout cas presque toujours des citadins de la haute société, des gens qui, enfin la plupart du temps, parlaient turc. Les paysans devaient leur verser 3 fois par an l'impôt, le kharaj, et donc ils devaient se rendre à la ville pour acquitter cet impôt. C'est tout cela que met en scène Acherbini. Il exprime certainement l'amusement et parfois le mépris avec lequel beaucoup de citadins traitaient ces villageois qui s'aventuraient de temps en temps en ville. Ce mépris envers les gens de la campagne, on le retrouve fréquemment dans la littérature. Et ce qu'il exprime avant tout, c'est le fait que la ville et la campagne étaient 2 mondes profondément différents. Il y avait de bonnes raisons à cela. Les paysans payaient un impôt qui n'existait pas en ville, qui était l'impôt foncier, le kharaj. Ils subissaient la protection obligatoire des bédouins. En ville, les citadins étaient propriétaires de leurs immeubles et de leurs terrains, alors qu'à la campagne, à partir du XIIe siècle, il n'y a plus de propriété privée de la terre. Il n'y a plus de propriété privée de la terre entre le XIIe et le XIXe siècle. Les cultivateurs n'avaient qu'un droit d'usage sur leurs terres, un droit qui s'accompagnait de beaucoup de devoirs. En particulier, ils ne pouvaient pas vendre leurs terres à des étrangers au village, ils ne pouvaient pas quitter la terre, et il fallait qu'ils l'exploitent indéfiniment. Autrement dit, ils étaient attachés à la terre. Une masse d'obligations pesait sur eux. C'est ce qui conduit au début du XVe siècle un grand écrivain égyptien, Al-Maqrizi, à décrire la situation des fellahs comme étant proche de l'esclavage. Donc, voici ce qu'il dit, et j'ai coupé un long morceau. Sache qu'en Égypte, ni sous le régime fatimide, ni sous les émirs d'Égypte qui les avaient précédés, c'est-à-dire durant toute la période antérieure à Saladin, antérieure à 1171, on ne connaissait pas cette étrangeté que l'on appelle aujourd'hui la filaha, c'est-à-dire la condition de fellah. Aujourd'hui que le cultivateur résidant au village est appelé fallah qarar, c'est-à-dire le fallah fixe, et devient un esclave à vie, à Abdqin, pour celui à qui ce village a été donné en hectare, je vais revenir là-dessus. À ceci près qu'il est absolument illicite de le vendre ou de l'affranchir, mais il est bien esclave pour le reste de sa vie, et ses enfants de même. Alors il y a ici une contradiction. Les fellahs, évidemment, n'étaient pas des esclaves, donc il assimile leur sort à des esclaves, mais il reconnaît qu'ils n'étaient pas des esclaves. Il s'agit d'un récit, d'un texte polémique, n'est-ce pas ? Ce qui est le plus intéressant, lorsqu'on reprend le texte entier, c'est ce qu'il dit au début. Donc sache qu'en Égypte, ni sous le régime fatimide, ni sous les émirs d'Égypte qui les avaient précédés, les soldats du pays n'avaient d'Iqtar dans le sens usité actuellement par les troupes du régime turc, c'est-à-dire du régime mamelouk. L'Iqtar, on va voir dans un instant ce que c'est. Les villages étaient affermés, en qabalètes, reconnus, etc. Autrement dit, il fait le lien entre la condition des fellahs et le régime de l'Iqtar. Alors qu'est-ce que c'est que l'Iqtar ? À partir du règne de Saladin, c'est-à-dire à partir le règne de Saladin, donc 1171-1193, qui fonde la dynastie Ayoubide et met fin au califat fatimide. À partir du règne de Saladin, donc l'ensemble des villages d'Égypte sont distribués en iqtar. Les iqtars sont des sortes de fiefs qui sont accordés en échange du service de l'État.
Donc on accorde des irtars notamment aux officiers, hein, également aux hauts fonctionnaires, ensuite à partir de 1250 on en accorde aussi aux mamelouks, c'est-à-dire aux soldats du sultan, etc. Donc pour l'essentiel on les accorde à l'élite politico-militaire. Ils sont rétribués en grande partie avec des impôts. Le bénéficiaire de l'irtar s'appelle le mourtar et il est en quelque sorte un seigneur au village. Mais attention, les irtars ne sont pas transmissibles. Ils sont conditionnés au service du sultan. Si vous cessez d'être en service, vous perdez votre irtar. Et bien entendu, vous ne pouvez pas le céder, le vendre ou quoi que ce soit d'autre. Les villageois devaient désormais traiter avec leur mourtar, c'est-à-dire avec leur seigneur ou ses représentants au village. Alors, est-ce que l'hypothèse de Marclesi, qui fait la liaison entre la condition du fallah et le régime de l'irtar, est-ce que cette hypothèse se vérifie? Donc on remonte maintenant dans le temps et on va essayer de voir comment ça se passait avant Saladin. Et alors la première chose très importante, c'est qu'avant le règne de Saladin, eh bien, le terme de fallah n'est pas utilisé en Égypte. Ce mot est pour ainsi dire inexistant. Il apparaît pour la première fois autour de 1200 et pendant un certain temps, il va être employé concurremment au terme de Muzarir. Muzarir était le seul terme utilisé à l'époque fatimide, avant Saladin. Et à partir de 1200, Muzarir et Fallah sont utilisés l'un pour l'autre en quelque sorte. Et puis le terme de Fallah l'emporte progressivement. Autrement dit, il y a une concomitance ou une concordance chronologique entre l'apparition du terme de fallah et le changement profond de la fiscalité au village. Donc l'hypothèse de Marclesi paraît tout à fait juste. Au début, dans les premiers textes, le fallah, c'est très précisément celui qui paye l'impôt foncier, celui qui paye le kharaj. C'est son sens, et c'est d'abord, pendant un certain temps, le sens unique qu'il va avoir. Autrement dit, si vous voulez, c'est son sens zéro. C'est le sens zéro. Le fellah, c'est le villageois contribuable. Mais contribuable dans un nouveau régime qui veut que l'impôt des villages soit accordé en fief à des personnes de la très haute société, des personnes de l'élite politico-militaire. Donc, le fellah, au début, c'était le contribuable. Alors, il reste ici une dernière question. Qui payait l'impôt? Dans des régimes où la propriété foncière existe et où les paysans sont plus ou moins propriétaires de leurs terres, l'impôt est lié à la propriété. Dans un régime où il n'y a pas de propriété foncière, comme c'est le cas en Égypte à partir du XIIe siècle, il faut que le système repose sur autre chose. On aimerait avoir des listes de fellah, n'est-ce pas, qui nous renseignent sur ces fameux paysans, pour qu'on puisse toucher leur individualité. Alors on n'en a pas pour l'époque ayoubide, ni pour l'époque mamelouk, parce que les archives ont disparu de toute façon. Et c'est seulement au début de l'époque ottomane qu'apparaissent des archives très importantes, très intéressantes sur les campagnes égyptiennes. Alors ici, vous avez deux pages de la notice d'un village qui sont extraites du cadastre qui a été dressé en 1528 par les Ottomans pour l'ensemble de l'Égypte. Ce cadastre, il l'a appelé Tarbiyah, et il en reste quelques fragments aujourd'hui aux archives nationales. Ces registres sont organisés par village, donc les notices de village se suivent par ordre alphabétique. Et dans ces notices, vous avez une liste des fellahs. Alors pour ceux qui lisent l'arabe, vous voyez en haut Asma al-Fallahin. Ensuite, vous avez un chiffre
qui est 43, écrit en chiffres SIA, et ensuite vous avez la liste des pays, des fellahines du village, au nombre de 43. Donc leur nom, et sous leur nom, vous avez un signe qui correspond à une fraction. Les fellahines n'étaient pas enregistrés en fonction de superficie de terre précise, mais en fonction d'une fraction ou d'une part. Il s'agit d'une part dans le montant global de l'impôt qui était dû par le village. Autrement dit, chacun d'entre eux, chacun de ces fellahines, était responsable du paiement d'une part de l'impôt global. Cette constatation rejoint celles qui ont été faites pour l'ensemble de la documentation ottomane. C'est-à-dire que les fellahines étaient solidairement responsables du paiement de l'impôt. Si l'un des fellahs était défaillant, c'est-à-dire n'était plus capable de payer l'impôt, il fallait que ses collègues le fassent à sa place. S'il quittait le village, il fallait que ses collègues paient l'impôt à sa place. Il est évident que la responsabilité collective, lorsqu'elle est introduite quelque part, est quelque chose de très lourd et change complètement les rapports sociaux à l'intérieur du groupe concerné. Ça, c'est la première constatation. Donc, un système qui est lié à la responsabilité collective. La deuxième constatation, c'est le nombre des fellahs. Alors, si vous prenez ce village qui s'appelle le Mythe d'Amsis, qui se trouve dans le delta, qui existe toujours, le village, à l'époque, avait une superficie d'à peu près 1200 feddan. 1200 feddan. Et il y a 43 fellahines. Alors, si vous faites le rapport entre 1200 et 43, ça fait qu'à peu près chaque fellah avait en moyenne 30 feddan. Chaque fellah avait en moyenne 30 feddan. Vous savez sans doute que chaque cultivateur en Égypte est capable, par lui-même, s'il cultive de ses propres bras, de cultiver seulement quelques feddan. Autrement dit, ces fellahines n'étaient pas les cultivateurs. Ils n'étaient pas les cultivateurs. Ils faisaient cultiver la terre par d'autres personnes, qui n'étaient pas appelées fellahines. Ces fellahines, c'étaient les notables du village. C'est confirmé par beaucoup d'autres documents, qui, par exemple, lorsque le village envoie une délégation auprès du tribunal de la ville pour régler une affaire communale, une affaire qui concerne la collectivité villageoise, les personnes qu'ils envoient au village, qu'elles soient 5, 10, 15, 20, ces personnes sont nommées et à la fin de la liste, on précise que ce sont les mashayir ou al-fellahin, c'est-à-dire les shirs et les fellahs du village. Autrement dit, les fellahines, c'était d'abord les notables. Et pourquoi est-ce que c'était les notables ? Parce qu'ils étaient responsables de l'impôt, donc il fallait forcément qu'ils soient riches, qu'ils puissent payer l'impôt. Il fallait qu'ils puissent payer l'impôt à temps, au moment voulu. Alors que les textes qui voient les campagnes de loin, par exemple Al-Makrizi que nous avons déjà lu, voient les fellahines comme tout à fait en bas de la société, la documentation fiscale plus précise nous montre qu'en réalité, les fellahines, c'était le haut de la société rurale. Seulement, vu de très loin, ils paraissaient en bas. Parce que les campagnes paraissaient en bas. Voilà. Alors, en résumé, voici comment j'explique l'apparition et l'évolution de ce mot de fellah. Une évolution qui a eu lieu pour l'essentiel entre le règne de Saladin et le début de l'époque mamelouk. Saladin a généralisé à toute l'Égypte le régime de l'Iqtar, régime qui était articulé à la responsabilité collective du village devant l'impôt. Cette responsabilité collective impliquait que l'on fasse appel aux notables du village pour être sûr que l'impôt serait payé à temps. Un nouveau mot s'est petit à petit imposé pour désigner les contribuables co-responsables, et ce mot c'était celui de fellah. J'ignore pourquoi.
Il y avait d'autres mots possibles, bien sûr, mais c'est celui-ci qui était jusque-là inconnu à l'Égypte qui a triomphé. Les bénéficiaires de l'Iqta, à l'époque Ayyoubi et Mamelouks, ensuite les Multazim, les fermiers de l'impôt à l'époque ottomane, étaient des citadins, des gens de l'élite, très souvent turcophones. Donc ils voyaient venir à eux, à intervalles réguliers, les fellahs, pour traiter des questions relatives à l'impôt ou aux autres problèmes du village. De même, lorsque les seigneurs, en quelque sorte, se rendaient au village, c'était avec les fellahs qu'ils traitaient. Autrement dit, pour eux, le fallah, c'était les villageois. Ils représentaient par excellence le monde rural. C'était en même temps les soumis, les dominés, ceux qui paient l'impôt, ceux qui leur paient l'impôt, c'est-à-dire donc les indigènes, en quelque sorte. C'est ainsi qu'en peut-être 2 siècles, le mot de fellah, qui avait d'abord été utilisé pour désigner seulement les contribuables au village, en est venu à prendre 2 sens plus généraux, le sens d'indigène et le sens de paysan aux mœurs rustiques. Les représentations actuelles du fellah ne sont pas ancrées dans le passé éternel de l'Égypte pharaonique. Elles ont pris corps à la suite d'un changement majeur du régime fiscal qui a eu lieu sous le règne de Saladin. Ce changement est intervenu dans un pays où les différences entre les dominants et les dominés étaient extrêmement profondes. Elles se sont articulées aussi, surtout à partir du régime mamelouk, à des différences linguistiques et, à toute époque, à des différences dans les mœurs, bien sûr. Ce sont ces différences qui ont façonné les sens associés à ce nouveau terme de fallah. Les préjugés, les lieux communs, tout ce que nous appelons les représentations, ont une histoire. Et c'est ce que j'ai voulu vous montrer ici en prenant comme exemple le cas particulier de ce terme apparemment anodin de fellah. Je vous remercie.